Bien, on est un petit peu en retard là, parce qu'on voudrait qu'un maximum de personnes puissent être dans cette salle plutôt que dans la petite salle en bas. On a malgré tout aménagé, puisqu'on a eu à peu près 250 inscriptions et dans cette salle on peut être 190. Donc on tenait à ce qu'un maximum de personnes puissent profiter de la présence à Torigny-sur-Vienne de M. Elie Cohen. Il a mis un certain temps à venir, mais en train. Il repart en train, bien sûr, et il réside ce soir à Saint-Lô. Bien, Catherine, tout le monde est là? Donc, avant de vous donner la parole, M. Cohen, je souhaite rappeler à notre auditoire que vous avez entrepris une double carrière de chercheur et d'enseignant supérieur, puisque vous êtes directeur de recherche au CNRS et professeur à l'Institut d'études politiques de Paris. Vous êtes également membre du Conseil d'analyse économique auprès du Premier ministre, donc en contact direct avec le pouvoir. Vous avez été l'auteur de multiples articles dans des revues scientifiques et vous avez aussi publié de nombreux ouvrages d'économie industrielle et de politique publique. Régulièrement, et de plus en plus d'ailleurs, on l'a constaté un peu ce soir, vous intervenez à la télévision, vous étiez encore hier à C'est dans l'air, et ce qui nous rapproche un peu plus, vous êtes un éditorialiste, je puis dire, régulier de Ouest France. Je vous remercie d'avoir accepté de venir jusqu'à nous une nouvelle fois. La dernière fois, c'était en 2000, et aujourd'hui, nous sommes dans un contexte économique de crise qui est totalement différent de celui que nous connaissions à cette époque. Mesdames, Messieurs, je suis heureux de vous accueillir ce soir et je remercie encore plus particulièrement ceux d'entre vous qui sont devenus des fidèles de ce rendez-vous annuel qui nous permet un temps de réflexion et de débat avec le plus souvent un économiste de renom. Votre présence nombreuse prouve, s'il le fallait encore, que tous nous nous interrogeons en tant que responsables d'entreprise, petites, moyennes ou grandes, et dans tous les secteurs d'activité, sur ce que sera à moyen terme notre environnement économique et financier, les filières porteuses de développement, notre capacité à prendre le risque d'investir dans une perspective de croissance tant sur le plan national qu'international. À toutes ces questions fondamentales aujourd'hui, nous n'avons pas de réponse claire à donner car notre visibilité est très limitée. Nous avons l'impression d'être comme sur des sables mouvants. Chaque pas que nous faisons vers l'avenir est vécu comme une prise de risque, car nous avons le sentiment de vivre dans un pays qui s'enfonce, d'autant que certaines décisions récentes, bien que celle de, j'ai formulé cet après-midi, module un petit peu, modère un petit peu ce que je dis, certaines décisions récentes semblent totalement inadaptées au contexte économique mondial actuel, d'autant que nous sommes les seuls à les prendre, au risque que la France devienne, comme le dit Alain Minc, demain le problème de l'Europe. Comme me semble l'avoir bien compris M. Gallois dans son rapport, bien sûr, ce qu'il faut, c'est d'abord résorber la dette, mais il faut aussi que simultanément soient donnés aux entreprises les moyens d'améliorer leur productivité et leur compétitivité afin de leur permettre d'entraîner notre pays vers la reconquête de la place de 4e puissance mondiale que nous occupions encore, voilà à peine 8 ans. Le peuple américain vote aujourd'hui, et sans vouloir présager ou présumer du résultat qui s'avère au final très indécis, il faut savoir que le président Obama, dans son dernier débat avec le gouverneur Romney, a clairement parlé de 2020 comme étant une échéance maximum pour que les USA redeviennent de façon incontestable la nation la plus puissante sur Terre, tous secteurs confondus, en prenant, entre autres, une nouvelle vision du monde dans un partenariat possible avec la Chine, à condition que celle-ci respecte les mêmes règles que nous, tant sur le plan monétaire qu'économique, et avec aussi, aux États-Unis, l'objectif de retrouver un taux de chômage inférieur à 5%. Monsieur Cohen,
vous avez la parole maintenant pendant 45 à 60 minutes pour nous éclairer le chemin qu'il faudrait suivre en France jusqu'en 2020, afin que nous puissions, en confiance et en temps voulu, anticiper les bonnes décisions pour assurer un rebond pérenne de l'activité actuellement trop souvent atone de nos entreprises. Je vous laisse la parole. Et après, donc M. Cohen va intervenir et nous aurons bien sûr après un moment d'échange et de débat avec lui. Il répondra avec plaisir à vos questions. Bien, merci de ces mots de présentation. Et en même temps, le programme que vous avez fixé, c'est mission impossible, puisque vous me demandez de dire ce que sera la France en 2020. Or, pas plus tard qu'hier, je lisais dans un journal, dans un quotidien du soir, qu'il y avait eu des travaux de psychologie cognitive qui avaient été faits par un grand savant américain et qui avait essayé de voir ce que donnaient les prévisions des experts en les comparant à ce que donnaient les prévisions des gens du commun. Et il avait constaté que les experts n'étaient pas plus savants que les gens communs, dès lors que la prévision porte sur des événements lointains. Donc c'est très bien, je me mets d'emblée à mon niveau véritable. Ce que je vais vous dire, c'est davantage des hypothèses. Ce que je vais essayer de faire, c'est d'essayer de mettre un peu de clarté dans des évolutions, poser les bonnes questions, essayer de montrer quelques pistes possibles de réponse, mais certainement pas vous dire ce que sera la France de 2020, puisqu'encore une fois, des savants viennent de montrer que les experts n'étaient pas plus savants que les gens du commun. Alors, comment faire pour embrasser un problème aussi large, d'autant que dans la présentation qui a été faite, on a cité également des grands experts qui ont fait des grandes prévisions. Vous avez cité M. Minck en particulier, qui a un grand talent pour faire des prévisions qui se révèlent systématiquement inadaptées. Donc, sous ce parrainage illustre, je suis très à l'aise pour pouvoir poser mes propres prévisions que vous pourriez qualifier de la même manière. Alors, pour trouver une approche sympathique et vivante de ces problèmes complexes, au fond, je me suis dit que le plus simple était de partir de l'actualité d'hier. Qu'est-ce qui s'est passé hier ? Il y a eu 3 événements qui ont eu un écho inégalement important, mais qui, je crois, contribuent bien à poser les problèmes qu'on va traiter ce soir. Hier, il y avait un grand sommet euro-asiatique qui se passait quelque part au Laos, et le grand enjeu de ce sommet euro-asiatique, c'était pour les Européens d'essayer d'expliquer à leurs partenaires asiatiques que la crise de l'euro, ce n'était pas une crise insoluble, et que les différents responsables européens étaient en train de résoudre cette crise de l'euro. En particulier que depuis le sommet du 28-29 juin, une feuille de route avait été décidée pour résoudre les problèmes fondamentaux de la zone euro, qui consistait à faire ces fameuses 4 unions qui doivent permettre de faire un saut qualitatif dans la construction européenne, ces 4 unions étant l'union bancaire, l'union économique et monétaire, l'union budgétaire et l'union politique. Et donc, en gros, l'idée, c'est de faire en sorte que les grands investisseurs asiatiques ne se détournent pas de l'Europe, et pour les investissements tangibles, et pour les investissements financiers, puisque vous savez que les Asiatiques étant très largement excédentaires et disposant d'argent à placer, pour l'émission de dette européenne, il est très important que les Asiatiques gardent un appétit important pour la dette européenne. Donc ça, c'était le premier événement d'hier. Le deuxième événement, c'était qu'à ce sommet asiatique, il y avait notre président, M. François Hollande, qui a fait une déclaration aux partenaires asiatiques en leur disant « Écoutez, jusqu'à présent, il y a un modèle économique de la mondialisation qui a fonctionné plutôt en votre faveur, puisque vous avez bénéficié d'un immense marché qui était le marché européen, vous avez pu exporter, vous avez pu constituer des excédents de balance courante très importants. Maintenant, c'est l'Europe qui est en difficulté et c'est vous qui êtes en situation favorable. Ce dont on a besoin fondamentalement, nous, Européens, c'est d'un changement d'un modèle économique de l'Asie. L'Asie doit cesser de se penser comme une puissance exportatrice vers des pays de consommation que sont l'Europe et les États-Unis. L'Asie doit développer son propre marché intérieur, doit développer sa consommation intérieure et, ce faisant, fournir des débouchés à l'Europe et donc tirer la croissance européenne.
Et ça, c'est très important parce que, au fond, ce qu'exprime François Hollande, c'est la demande d'un changement de modèle économique asiatique. C'est la sortie de ce que nous, économistes, nous appelons un modèle mercantiliste, c'est-à-dire tourné vers l'accumulation d'excédents commerciaux, pour aller vers un modèle de développement économique plus équilibré, c'est-à-dire fondé sur le développement de la consommation. Et puis le troisième événement, bien entendu, il a été évoqué hier, ça a été la remise du rapport gallois suivi par les décisions d'aujourd'hui. Alors pourquoi c'est un sujet important? Parce que je viens d'évoquer donc l'évolution des affaires du monde avec le changement du modèle économique des pays asiatiques. J'ai évoqué le problème des crises européennes et des solutions qu'il faut apporter. Et bien entendu, le troisième terme du triptyque que je vais développer aujourd'hui, c'est la question française. La question française, elle se résume à 2 points. C'est un problème de finances publiques qui n'a cessé de s'aggraver avec le temps. La France a été incapable de respecter ses engagements au cours des 10 dernières années de réduction de ses déficits, comme vous le savez. Au cours des 10 dernières années, très régulièrement, nous avons soumis à Bruxelles une trajectoire de réduction de nos déficits publics que nous n'avons jamais respectée. Donc il y a un problème de déficit de finances publiques. Juste pour que vous ayez un ordre de grandeur, en 1981, le ratio dette sur PIB, c'est-à-dire dette publique sur richesse nationale, était à 20%. Aujourd'hui, il est à 90%. Et vous entendez tous les jours tous les hommes politiques vous expliquer qu'on va réduire la dette, c'est une plaisanterie. Il n'est pas question de réduire la dette actuellement. Ce qu'il est question de faire, c'est de réduire les déficits et d'essayer de stabiliser le niveau de la dette, pas de la réduire. La perspective de la réduction de la dette, c'est pour plus tard. Mais aujourd'hui, l'objectif, c'est de stabiliser ce niveau de la dette en réduisant le niveau du déficit. Donc, il y a un problème de finances publiques que nous connaissons tous, que je vais évoquer, bien entendu. Et puis, il y a un deuxième problème, qui est le problème de compétitivité, et c'est pour ça que le rapport Gallois est bienvenu, non pas parce qu'il va nous apprendre quelque chose. Monsieur Gallois ne nous apprend rien sur la situation de l'industrie française. Il y a des bibliothèques de rapports sur la compétitivité française. J'avoue en toute immodestie que j'ai participé à un rapport sur la compétitivité française en 1984, et je crains que les conclusions que j'avais rédigées en 1984 n'aient pas fondamentalement changé depuis. Nous avions un problème de spécialisation à l'époque, nous avions des problèmes d'organisation économique et de spécialisation. En fait, ces problèmes qui avaient été bien identifiés ont connu une accélération dans la dégradation au cours des 10 dernières années, et l'utilité du rapport Gallois, c'est de nous rappeler les raisons et l'ampleur de l'effondrement industriel français au cours des 10 dernières années. Nous sommes de tous les pays européens celui où la désindustrialisation a été la plus rapide au cours des 10 dernières années. Nous sommes de l'ensemble des pays européens celui où l'effondrement des parts de marché internationales a été le plus important. Nous sommes des différents pays européens celui dont les parts de marché d'exportation de la zone euro ont le plus baissé, et nous sommes des différents pays européens celui où les taux de marge ont le plus baissé. Donc tout ça, vous le savez parfaitement, au cours des 10 dernières années, cher monsieur. C'est-à-dire, on a dit qu'on n'évoquait pas les problèmes politiques, mais tout ceci s'est passé avec des gouvernements qui, théoriquement, étaient des gouvernements qui n'étaient pas des gouvernements acharnés à la perte de l'entreprise. Et c'est pourtant sous ces gouvernements qu'au cours des 10 dernières années, on a assisté à cet effondrement économique. Donc, ce qui était intéressant, c'est que le rapport Gallois vienne rappeler au fond ce que nous savions parfaitement. Mais c'est bien de nous rafraîchir la mémoire de temps en temps. Et à partir du moment où il nous a rappelé ce que nous savions parfaitement, il était important qu'il mette sur la table un certain nombre de propositions. Alors je vais y revenir tout à l'heure beaucoup plus en détail, de même que je vais revenir sur la réponse que le gouvernement a donnée à ces propositions. Donc vous voyez le thème de mon intervention, je vais partir du monde, essayer de voir ce qui est structurant pour voir ce que sera la France en 2020. Ensuite, je vais descendre sur l'Europe, en voyant quels sont les grands problèmes auxquels nous devons faire face et quel type de solutions on peut en espérer. Et au fond, quels sont les scénarios qu'on peut dessiner sur l'évolution européenne pour voir quel est le scénario qui serait le plus favorable à un redressement économique de la France, et qu'est-ce qui se passerait si ce scénario-là n'est pas réalisé. Et puis ensuite, je redescendrai vers la France en faisant un focus plus particulier sur les problèmes de spécialisation, sur les problèmes productifs,
et sur les problèmes des effets à attendre éventuellement des décisions qui ont été prises au cours des 6 derniers mois. Donc voilà le paysage dessiné. Commençons donc par la vision globale, la vision mondiale. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? La première chose qu'on peut dire, et qu'il faut que vous ayez tous présent à l'esprit, c'est que le monde continue à croître à un rythme important, même dans ce contexte que nous estimons être un contexte de crise grave. L'économie mondiale continue à croître à un rythme de plus de 3%. Et un rythme de croissance de ce type, ce n'est pas négligeable. Quand vous plongez beaucoup plus loin dans le temps, que vous regardez ce qu'étaient les rythmes de croissance dans les années 1800, 1900, etc., le rythme de croissance d'économie mondiale était autour de 1%. Donc, dans ce contexte que nous croyons, nous, être un contexte de crise particulièrement aiguë, nous avons une croissance mondiale particulièrement forte. Mais dans ce contexte de l'économie mondiale particulièrement fort, il y a une zone économique très déprimée qui tire l'ensemble de l'économie vers le bas, et cette zone très déprimée, c'est l'Europe. L'Europe est aujourd'hui la région économique la plus responsable du ralentissement économique mondial. Et d'ailleurs, ça se traduit par un ralentissement du commerce international, dont souffrent d'ailleurs les grands pays exportateurs comme la Chine. Et si la Chine a connu quelques trimestres de croissance faible, la Chine vient de connaître 3 trimestres de croissance entre 5 et 6,5%, ce qui est considéré comme un effondrement économique pour la Chine, parce que les Chinois estiment qu'à moins de 8% de croissance par an, ils sont en difficulté économique. Donc si la Chine a connu un ralentissement économique brutal, c'est à cause de l'Europe, qui est l'un des débouchés naturels des exportations massives de la Chine. Comme vous le savez, l'Europe est le principal débouché économique de la Chine, mais pas simplement de la Chine, de l'ensemble des pays émergents, que ce soit des pays d'Europe centrale et orientale, que ce soit des pays d'Amérique latine, que ce soit de l'Afrique. Donc l'homme malade du monde aujourd'hui, c'est l'Europe. Et dans ce contexte-là, la structure qui était la structure pivot du développement économique international, qui était l'alliance économique privilégiée entre les États-Unis et l'Europe, est elle-même en difficulté. Alors pourquoi? Si vous voulez, l'un des moteurs de la croissance économique mondiale, l'un des moteurs du dynamisme mondial, disons, des 10 dernières années, c'était qu'en gros, il y avait en Chine un producteur frénétique à bas coût qui n'a cessé de développer ses ateliers, son usine. On a parlé de la Chine comme de l'usine du monde. Et à l'autre bout, il y avait un consommateur frénétique qui était le consommateur chinois. Donc l'économie mondiale reposait sur une dynamique de l'expansion continue de la croissance de la production et du développement industriel de la Chine, qui fabriquait à bas coût pour des consommateurs qui consommaient de plus en plus frénétiquement, qui étaient les consommateurs américains. Et vous aviez cette structure qui était porteuse. Alors bien sûr, comme je vous l'ai dit, les Européens aussi étaient des consommateurs, mais au cours des 10 dernières années, la puissance de la consommation américaine a été l'un des principaux moteurs de la croissance des pays émergents. Alors, bien entendu, quand vous avez un pays qui est systématiquement producteur et un pays qui est systématiquement consommateur, ça se traduit par un déficit de balance commerciale et de balance courante pour le pays qui est systématiquement consommateur. Alors, on vous apprend à l'école, quand vous faites un peu d'économie, que c'est une solution qui ne peut pas durer longtemps. Parce qu'un pays qui est systématiquement déficitaire, il doit soit dévaluer sa monnaie, or, le dollar n'a pas dévalué par rapport à la monnaie chinoise. Problème. Si vous ne pouvez pas dévaluer votre monnaie à ce moment-là, vous avez un deuxième mécanisme de correction, c'est que les taux d'intérêt auxquels vous vous financez montent, or les taux d'intérêt auxquels les Américains se financent n'ont pas monté. Et sinon, vous avez un troisième phénomène qui intervient, c'est quand un pays se désindustrialise massivement, le type d'emploi qu'il peut offrir à ses salariés se dégrade, les revenus se dégradent, et à ce moment-là, il y a une pression pour la réindustrialisation du pays dont les paramètres se dégradent. Et ça non plus, ça ne s'est pas passé. Alors pourquoi? Comment ce couple sino-américain a pu fonctionner de manière si déséquilibrée? Et quand je prends le couple sino-américain, c'est pour dire en gros la relation entre pays émergents et pays développés. Eh bien pourquoi? Parce que les excédents commerciaux
transformées en réserves du côté chinois et du côté des pays émergents étaient systématiquement réinvesties aux États-Unis et dans les pays développés. En gros, il y avait une boucle. Les Américains envoyaient leur argent aux Chinois pour acheter des biens, et les Chinois replaçaient cet argent aux États-Unis sous forme financière. Et donc la boucle bouclée, et pendant longtemps, on estimait que ce système, très déséquilibré, était un système vertueux. Pourquoi ce système s'est effondré? Pour une raison très simple, c'est que les Chinois, avec leurs excédents financiers, ne voulaient pas spéculer directement sur les marchés financiers américains, ils voulaient prêter de l'argent en père de famille pour des placements sûrs. Donc ils prêtaient à des institutions financières américaines qui, elles, transformaient cet argent en argent spéculatif par de la prise de risque. Et c'est ça qui a abouti à la crise financière de 2007 et à l'effondrement du système financier. Donc, je fais simple, ce système de mondialisation basé sur des déséquilibres qui n'ont cessé de s'accroître entre des pays producteurs et des pays consommateurs, entre des pays producteurs et épargnants et des pays consommateurs qui s'endettaient, ce modèle-là est à bout de souffle. Pourquoi? Eh bien, parce que ça s'est traduit par une suraccumulation dans les pays émergents et par une désindustrialisation et une montée de l'endettement dans les pays consommateurs. Donc c'est cette relation-là qui doit être transformée. Alors elle doit être transformée comment? Eh bien, il faut maintenant que les pays émergents apprennent à asseoir leur développement sur leur économie intérieure, sur leur consommation intérieure. Et c'est pour ça que nous observons tous avec beaucoup d'attention ce qui se passe dans les pays émergents. Et là, nous constatons des phénomènes intéressants, c'est que la part de la consommation dans les pays émergents est en train de monter. Les Chinois, les Indonésiens, les Vietnamiens, etc. sont en train d'inventer des embryons d'État-providence, des embryons de redistribution, mais le chemin est très très long, puisque je ne vais pas vous accabler de beaucoup de chiffres. Aujourd'hui, retenez juste quelques chiffres. L'économie américaine est 2 fois plus importante que l'économie chinoise. La richesse produite par les États-Unis, c'est 15 000 milliards de dollars par an. Les Chinois, c'est 7 500 milliards de dollars. La Chine est devenue la 2e puissance économique mondiale. Mais, sur les 15 000 milliards de dollars américains, 70% vont à la consommation. Sur les 7 500 milliards de dollars chinois, 35% seulement vont à la consommation. C'est-à-dire que le rapport des économies est de 2, mais le rapport des consommations est de 4. Les États-Unis sont des consommateurs frénétiques, comme je vous le disais, les Chinois sont des épargnants frénétiques. Donc c'est cette situation qui ne peut pas durer. Il va falloir que les Chinois apprennent à consommer. Et s'ils apprennent à consommer, je commence à répondre à votre question, c'est une formidable bonne nouvelle pour la planète. Parce que s'ils se mettent à consommer, alors vous pensez bien, ils vont commencer, parce que c'est un processus classique, ils vont demander des biens de plus en plus différenciés, et nous le voyons bien déjà maintenant, la classe moyenne mondiale a doublé au cours des 20 dernières années, elle va encore doubler dans les 20 prochaines années, et en 2030, la classe moyenne mondiale représentera 2 milliards de consommateurs, et les 2 tiers de ces 2 milliards de consommateurs viendront des pays émergents, alors qu'aujourd'hui ce n'est qu'un tiers. Donc vous imaginez le potentiel de croissance pour des pays comme nous, qui offront du luxe, de la différenciation, des biens distinctifs, qui avons un vieux passé culturel, qui avons des sites historiques à faire visiter. Donc tout ce qui fait la différence, tout ce qui fait la distinction, tout ce qui fait la consommation différenciée, c'est quelque chose que nous pourrons offrir à l'avenir, dès lors que ce potentiel de croissance est libéré. Mais il ne faut pas aller trop vite en musique, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la situation économique mondiale s'est détériorée au cours des derniers trimestres à cause de l'Europe, et l'un des effets de la détérioration de la situation économique mondiale avec la crise aux États-Unis, en Europe, etc., comme je vous l'ai dit, ça a été la baisse du développement du commerce international, donc une moindre croissance chinoise. Et comment ont réagi les Chinois à la moindre croissance de leur commerce international? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de faire un plan de relance. Et comment ont-ils fait leur plan de relance? Ils ont mis 150 milliards de dollars sur la table
pour investir dans des infrastructures routières, ferroviaires, etc. Donc c'est à nouveau pas la consommation qu'ils développent, mais ce sont les biens publics, les infrastructures, etc. qu'ils développent. Alors, on peut espérer que ça ne va pas durer éternellement, mais je voulais vous sensibiliser à la fois sur ces problèmes de déséquilibre globaux, sur ces problèmes de modèle économique et sur les évolutions qu'on peut attendre de ce modèle économique. En gros, la première phase de la mondialisation ne nous a pas beaucoup profité à nous Français, elle a beaucoup profité à nos amis allemands qui ont pu vendre des équipements qui étaient nécessaires au début de ce décollage économique des pays émergents, puisque chaque fois que vous voulez bâtir une nouvelle industrie, vous avez besoin de biens d'équipement, et les biens d'équipement, il n'y a que les Allemands qui savent faire ça, qui savent vendre des biens d'équipement. Nous, on a abandonné la partie depuis longtemps. Mais on peut espérer que dans la deuxième phase de la mondialisation, où c'est la consommation et la différenciation des biens consommés qui va l'emporter, nous pourrons jouer un rôle important. Donc, premier élément de conclusion dans ma démarche, à l'horizon 2020, le grand enjeu, c'est le changement de ce modèle économique des pays émergents, avec le passage d'une économie en développement, d'une économie d'infrastructure, d'une économie d'industrialisation primaire, d'une économie d'équipement, vers une économie plus différenciée, vers une économie de consommation. Et là, les potentiels sont énormes. Je vous dis, doublement de la classe moyenne à l'horizon 2030, et dans cette classe moyenne, pour les 2/3 des pays émergents. Et en fait, l'évolution est déjà se passe sous nos yeux. 50% de la population mondiale est déjà urbanisée, alors qu'elle n'était que 30% il y a 20 ans, et ces évolutions-là sont tout à fait profitables. Mais, encore faut-il que l'Europe, qui est aujourd'hui un des facteurs qui tire vers le bas la croissance mondiale, trouve à régler ces problèmes. Alors, quel est le problème de l'Europe ? Alors vous allez me dire, mais c'est la crise de la dette. Le problème européen, c'est très simple. En fait, si on réfléchit 2 secondes, la crise actuelle de l'Europe n'a rien d'évident. Alors partons de quelques idées simples qu'on entend tous les jours et qui sont toutes fausses. Première idée, on dit que c'est une crise de l'euro. Mais non, ce n'est pas une crise de l'euro. L'euro n'a jamais été aussi fort. Il est à 1,30, alors qu'on est passé par des phases où il était à 88 centimes, et l'euro en plus s'apprécie. Et c'est d'ailleurs l'un de nos problèmes, c'est parce que l'euro s'apprécie que notre compétitivité relative se dégrade. Alors on dit, oui d'accord, ce n'est pas une crise de l'euro, c'est une crise des dettes souveraines européennes. Mais non, ce n'est pas une crise des dettes souveraines européennes. Si vous comparez le niveau de dette de la zone euro par rapport au niveau de dette des États-Unis, du Japon ou du Royaume-Uni, nous avons un niveau de dette plus faible que ces pays-là. Et pourtant, ces pays ne sont pas en crise. On dit, ah oui, mais c'est une crise des finances publiques parce que nous avons des déficits qui ont échappé à toute maîtrise. C'est faux. Les déficits de la zone euro sont plus faibles que ceux des États-Unis, ceux du Royaume-Uni, etc. Alors on dit, oui, mais c'est un problème de compétitivité de la zone euro. C'est faux. La zone euro est en quasi-équilibre de balance courante, alors que les États-Unis ont un déficit profond de balance courante, alors que le Royaume-Uni a un déficit profond de balance courante. Donc, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que cette crise européenne ? On a vraiment beaucoup de mal à saisir. Alors on dit, oui, mais enfin, c'est juste que c'est un certain nombre de pays qui ont triché, menti, etc. Par exemple, la Grèce a donné des chiffres qui étaient faux, etc. Mais non, bien sûr, il y a le problème de la Grèce. Mais comment expliquer qu'un pays qui pèse 2% du PIB de la région puisse avoir des effets aussi dramatiques sur l'ensemble des pays européens ? Ça n'a pas de sens. Si c'était aussi minuscule, on aurait pu régler ça sans problème. Alors on dit oui, mais si, le vrai problème, c'est qu'un certain nombre de pays avaient pris des engagements sur les déficits publics, etc., et ils n'ont pas respecté. Oui, c'est vrai. Le pacte de stabilité interdisait de dépasser la norme de 3%. Mais des pays comme la France et l'Allemagne ont violé cette règle-là, et pour autant, quand ils l'ont violée, en 2003-2004, ça n'a pas produit de crise majeure. Et à l'inverse, des pays qui aujourd'hui sont en très grande difficulté, comme l'Espagne et l'Irlande, étaient des pays modèles
avant 2007 en matière de respect des critères du pacte de stabilité. Alors, c'est pas ça non plus. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce que c'est en fait une crise de gestion politique de l'Europe. Au fond, quand on a créé l'Europe, on a fait toute une série de paris, et ces paris se sont révélés faux. Et une fois qu'on a découvert que ces paris se révélaient faux, on a été incapable de gérer la situation nouvelle. Alors, ce que je dis est un peu énigmatique, mais en fait, ça s'explique très simplement. Quels sont les paris que nous avons faits au moment de la création de l'eurozone, de la zone euro, si vous préférez? Le premier pari qu'on a fait est un pari économique. On a dit, en réunissant l'ensemble des pays européens pour constituer un marché unique, et au-dessus de ce marché unique, une monnaie unique, qui est l'euro, on va favoriser la convergence des économies. Alors, si les hommes politiques avaient écouté les économistes, ils auraient su que ça ne marche pas. Parce que nous, ce qu'on apprend à nos élèves, c'est quand on fait sur un marché unique une monnaie unique, on n'a pas une convergence des économies. On a au contraire une divergence des économies. Pourquoi? Parce que c'est la règle des avantages comparatifs et de la spécialisation. Quand vous n'avez plus de problème de change, quand vous n'avez plus de risque de change, vous avez intérêt à vous spécialiser. Donc les pays industriels deviennent plus industriels, les pays de services deviennent plus de services, et donc au total, il y a une différenciation grandissante des économies. C'est exactement ce qui s'est passé avec la zone euro. Les pays qui étaient industriels et exportateurs, c'est-à-dire les pays d'Europe du Nord, sont devenus encore plus industriels et encore plus exportateurs. Et les pays du Sud, qui étaient des pays de services, des pays touristiques, qui étaient des pays de déficit de balance courante, sont devenus encore plus des pays de services, encore plus touristiques et encore plus avec des déficits de balance courante. Avec des phénomènes extrêmes, comme les Allemands, dont les excédents commerciaux représentaient 6% du PIB, et des pays comme la Grèce, dont les déficits commerciaux ont représenté jusqu'à 15% du PIB. Donc l'économie s'est écartelée. Alors vous allez me dire, mais où est le problème? Qui se soucie des différences de spécialisation entre la Floride et la Californie? Qui se soucie du solde commercial entre, encore une fois, la Louisiane et le New Jersey? Personne. Oui, mais je viens de faire une comparaison entre une fausse fédération et une vraie fédération. Et c'est là qu'intervient le deuxième problème. Le deuxième problème, c'est que quand on a créé la zone euro, on a fait l'hypothèse que lorsqu'il y avait des déficits commerciaux, ils se résorbaient en termes de balance des paiements par des transferts de capitaux du nord au sud, qui ne posent aucun problème puisque c'est dans la même monnaie. Donc normalement, il n'y a aucun problème. Oui, mais ce qu'on a découvert, c'est que le pas de problème peut devenir un problème quand il y a un doute sur la solvabilité d'un État. Et quand il y a un doute sur la solvabilité d'un État, les capitaux ne circulent plus normalement parce qu'il y a une inquiétude sur le risque de solvabilité. Et donc les flux de capitaux qui ne posaient aucun problème entre 2000 et 2009, entre le nord de l'Europe et le sud de l'Europe, ont commencé à poser un problème lorsqu'on a commencé à s'interroger sur la solvabilité de la Grèce, puis sur la solvabilité de l'Irlande, puis sur la solvabilité de l'Espagne, puis du Portugal, puis de l'Italie, etc. Donc, deuxième problème, si on est dans un marché unique, avec une monnaie unique, et que les capitaux ne circulent pas normalement, il y a un problème. Troisième problème. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un pays qui fait partie d'un marché unique avec une monnaie unique et qui est coupé du jour au lendemain du financement de ces déséquilibres courants? Eh bien, il se passe quelque chose d'étrange, c'est que c'est un pays dont la monnaie est à la fois une monnaie nationale et une monnaie étrangère. Pourquoi? Parce que quand vous êtes la Grèce et que vous constatez que vous avez des problèmes, vous ne pouvez pas agir sur votre monnaie, vous ne pouvez pas dévaluer, puisque c'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire défaut, c'est pas possible. Et vous ne pouvez pas non plus aider par vos voisins parce que c'est exclu par les traités. Et donc c'est la situation dans laquelle on s'est trouvé à l'automne 2009. Alors comment on règle le problème? Là aussi, il a fallu inventer des solutions ad hoc et il a fallu bricoler. J'y reviendrai tout à l'heure.
Et puis surtout, quatrième pari qu'on a fait, c'est on s'est dit, enfin il y en a d'autres qu'on a fait, mais je veux être court. Quatrième pari qu'on a fait, on a dit qu'on met ensemble un ensemble de pays avec une monnaie unique, et bien entendu, le comportement de chacun des pays a des effets sur les voisins. Comment faire pour policer le comportement des différents pays pour que l'action de l'un ne nuise pas aux voisins et ne nuise pas à la collectivité? On a trouvé une solution. On a dit on va mettre en place un système de règles, de normes et de sanctions. Et ce système, ça s'appelle le pacte de stabilité et de croissance. Sur le papier, c'est génial. Mais qu'est-ce qu'on a fait concrètement? On a dit, quand même, on est entre pays européens, on ne peut pas imaginer un système de sanctions automatiques. Ça, ce serait trop brutal. Nous, Français en particulier, nous avons plaidé pour qu'il n'y ait pas de sanctions automatiques. Nos amis allemands sont beaucoup plus carrés que nous. Nous, on pense toujours qu'on peut composer avec la réalité, qu'on peut négocier, différer,